Bah, merci à vous d'être présent. Merci à Océane de nous faire cette deuxième partie de formation. La première était fort intéressante. On a appris plein de choses. Et pour amuser Océane, j'étais au forum du Fonds citoyen à Leipzig ce week-end. Et finalement, tout ce qu'ils évoquaient qui marchait mal, c'était qu'ils ne savaient pas gérer bien euh, leurs bénévoles. Ils ne savaient pas les accompagner dans leurs compétences. Et donc, un peu ce que tu expliquais, c'était la problématique qui ressortait un peu de ce congrès. Une d'autres problématiques, c'était comment rajeunir les jumélages. Oui. Voilà, Et puis Océane, autre chose, on a déjà mis en application l'histoire de verbaliser les tâches, puisque comme je disais l'autre jour, normalement je devrais arrêter la présidence au mois de mars, et donc mes trois vice-présidents se sont mis d'accord pour justement verbaliser toutes les tâches pour essayer de voir comment on va faire pour la suite. Voilà. si éventuellement tu veux nous accompagner dans cette tâche, ça peut être intéressant aussi dans le cadre un peu de ce bénévolat élargi, ça peut aussi être un plus. Et moi, je voudrais qu'on fasse cet exercice, mais je l'avais dit l'autre fois avec le bureau de la FAFA. Et ensuite, également avec le bureau de la FAFA et les présidents des unions régionales. Voilà. Océane, merci encore d'être avec nous. On va essayer de s'arrêter vers 9h. Je salue Yoron Niedermoor Salut, qui nous rejoint, Françoise également. Bonsoir, Yoron. Et bonsoir. donc, la parole est à toi, Océane. Ok, très bien. Ben, merci à tous d'être présents présents et présentes, du coup, maintenant qu'il y a Françoise, pour cette deuxième partie, donc qui sera effectivement un peu plus courte que la première. Euh, donc pour me présenter, parce que je crois qu'il y a des nouveaux visages qui n'étaient pas là la semaine dernière. En Donc effet. moi, je suis Océane, je suis bénévole depuis peu à la FAFA sur les questions de bénévolat parce que c'est mon métier, c'est mon expertise. Je travaille, si vous connaissez déjà, chez Bénévolte, qui est une plateforme qui met en relation bénévoles et associations. Et dans ce cadre-là, je suis formatrice, mais je suis aussi, j'accompagne des associations telles que Croix-Rouge, Médecins du Monde, etc. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir mettre, comment dire, à disposition cette expertise-là pour vos associations. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une séance avec 2 fois 2 heures de visio, avec cette idée de d'aborder très brièvement, mais quand même assez globalement, les questions de bénévolat, avec, comme le disait tout à l'heure Raymond, l'idée de rajeunir, renouveler les bénévoles, qu'ils soient des bénévoles très opérationnels, des bénévoles du quotidien, des bénévoles de l'ombre, des bénévoles de terrain, mais aussi les bénévoles de gouvernance. Parce que c'est un sujet donc, dans toutes les associations, hein, que ce soit la très grande association en France ou le club de foot de votre quartier, il y a ces problématiques-là qui traversent le secteur associatif en France. Donc je vous propose quand même de refaire un petit tour de table. On n'est pas très nombreux, donc ça permet quand même de pouvoir se présenter. Donc je vous propose pour la présentation de donner votre prénom, on le voit à l'écran, mais surtout dans quelle structure vous êtes. Et si je vous dis bénévolat en un mot, sans réfléchir, qu'est-ce que vous me donnez? Allez, je commence par Thierry, qui je crois j'ai pas vu la semaine dernière. Enfin, il y a Non, deux parce semaines. que effectivement, moi je pouvais pas la semaine dernière. Je fais partie du même jumelage que Françoise, donc sur le pays mornantais, qui est au sud-ouest de Lyon. Alors moi j'ai une expérience en termes de d'association sous plusieurs angles, puisque je fais partie non seulement du jumelage, mais je suis président d'une autre association qui a des salariés et j'interviens dans une association qui s'appelle le Don en Confiance et qui certifie les associations qui font appel à la générosité du public. Et dans ce cadre-là, je suis contrôleur d'associations, donc je vais me promener pour voir comment les différentes associations de tailles diverses respectent la charte de déontologie du bénévolat, enfin surtout de la générosité publique. Sympa. C'est un drôle de métier aussi, mais Ah tout bah, aussi. c'est plus un métier, alors bénévolat pour moi c'est engagement, mais Oui. et puis effectivement je suis à la retraite, donc tout ce que je le fais dans le cadre d'un bénévolat. Ok. Et du coup, si je vous dis bénévolat, vous me dites Enfin, je dis, pour moi c'est engagement, mais après c'est engagement. Un très joli mot. Super. À qui vous donnez la parole, Thierry?
Juste en dessous, c'est Eric. Bon. Donc c'est moi. C'est toi, ouais. C'est Wolf. Donc Eric, je suis le président du comité de jumelage d'Ars-sur-Formans, qui est un petit village de 1500 habitants. C'est un jumelage qui existe depuis 1976 et j'ai pris la présidence en 2000, juste au moment du Covid. Voilà. Ça fait depuis plus de 20 ans, depuis 99 en fait, que je fais partie du comité de jumelage. Et depuis 2021, j'ai intégré le conseil d'administration de l'AFAP Rhône-Alpes. Et Raymond a eu la bonne idée, je sais pas, de me proposer un poste de vice-président à la FAP et voilà. Top. Bénévolat, Bénévolat. bénévolat. Moi, je suis un peu de. Je reprendrai le terme engagement, mais j'y ajouterai engagement libre. Hmm. C'est important, surtout avec les sujets actuels. Super. À qui vous donnez la parole, Eric? Andrea? Bonsoir, je suis Andreas. Je suis vice-président du comité de jumelage d'Aubigny, en Vendée, au sud de La Roche-sur-Yon, et aussi membre du bureau du AGVA, qui est l'association du jumelage de Vendée, Allemagne. Cadre informatique, travaillant en plein temps. Bénévolat, ça veut dire il n'y en a jamais assez, et il en faudra toujours plus. Vous avez bien raison. Merci, Andreas. À qui vous donne la parole? Raymond, si on n'a pas encore Ok, eu. pas de problème. Donc, Raymond Becouze, je suis vice-président de la FAFA, président d'AFAPORA, qui est donc l'Union régionale des jumelages franco-allemands sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et vice-président de mon jumelage à Saint-Pierre-d'Albigny. Voilà, donc, et en 2 mots, pour dire bénévolat, je dirais conviction. C'est un très joli mot. Merci, Raymond. Je t'en prie, je donne la parole à Ulf. Bonsoir, excuse pour mon retard. Non, c'était bon. Voilà, j'ai participé à la première réunion. Je suis allemand, même si je me qualifierais plutôt de franco-allemand. Je vis en région parisienne, dans la ville du Pec, qui est à côté de Saint-Germain-en-Laye, et président de notre association de jumelage, les Amis de NF, depuis 2012, c'est-à-dire je suis dans ma 13e année. Notre association existe depuis 26 ans maintenant. Et bénévolat, ça voudrait dire pour moi engagement, oui, mais pour une cause en laquelle on croit. Le jour où je serai convaincu que ça ne sert plus à rien, je ne serai plus bénévole pour le jumelage. Hmm. Top. Ça rejoint un peu l'idée de conviction de Raymond, alors. Oui. Très bien. Merci. Tu donnes la parole à... Je, ah, On vous entend plus, Wolf. Ton micro je est n'ai coupé. pas assisté au départ, mais j'ai vu Yvan arriver après moi, donc je lui passe la parole. Donc ça s'est vu. Zut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça arrive, bon. Donc, Yvon, donc vice-président du jumelage Le Chesnay-Eppenheim et vice-président de la FAFA Île-de-France. Voilà. Après, je suis donc en région parisienne. Le Chesnay, je pense que Jean-Michel a dû déjà se présenter. Non, bon, bah alors le Chesnay, Encore. c'est à côté de Versailles, c'est pas loin du Pec. Il faut juste descendre par Bougival. Voilà. Alors pour le définition, moi je vais rajouter quelque chose, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est être au service aussi des autres. Tout à fait. Super. Merci, Yvon. De rien. Et donc, bah, je vais passer la parole à Jean-Michel, puisque j'en ai parlé.
Merci, Yvon. Donc, Jean-Michel, moi, je suis président de la FAFA pour l'Europe depuis octobre 2021 et après le congrès de Saint-Brieuc. Je suis président de la FAFA Île-de-France et président du jumelage du Chesnay depuis, j'ai retrouvé d'autres fois, depuis 2009. Euh, si je devais qualifier pour moi, le bénévolat dans les jumelages, c'est passion. Ça, c'est beau. Voilà. Et je vais passer la parole à Françoise. Si Ton Françoise, micro, Françoise. bon, Oui, oui. bonsoir, je vais essayer. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de 4G. Donc, je suis dans le jumelage du pays mornantais avec Thierry. Je suis aussi à la FAP Aura. Excusez-moi, je suis un peu à côté de la plaque ce soir. Il n'y a pas de souci, Et, Françoise. sinon- et je suis membre du CA de la FAFA. Et sinon, pour moi, le bénévolat, c'est... Alors, je connais le bénévolat que depuis 2 ans seulement. Enfin, bon, après, j'en ai un petit peu étant très jeune, hein. Et sinon, c'est une occupation utile, hein, qui doit faire plaisir. Ça, c'est bien. De rappeler ce mot-là de plaisir, moi, ça me parle. Merci, Françoise. Bah, je C'est crois bien. qu'il Il reste Joren qui n'a pas parlé reste encore. sur Run. Oui, donc Jochen Niedermow, un nom bien allemand, si vous comprenez. Bon, je suis secrétaire général de la FAFA et secrétaire, non pas secrétaire, vice-président de l'Union régionale Poitou-Charentes, plutôt Poitou, parce que la Charente, surtout la Nouvelle-Aquitaine est encore en grande. Mon domicile, je me l'ai acheté à Saujon, en Charente-Maritime, près de Royan. Je suis très impliqué par moment comme membre au jumelage de La Rochelle. Donc, on s'occupe pas mal ici et on essaie d'avancer dans les méthodes. Bon, je suis entré dans le mouvement en Allemagne déjà avec la VDFG, où j'étais au bureau à côté du fondateur du jumelage de Cologne, Fritz, Gerion Fritz, si quelqu'un le connaît. Bon, Oui. voilà. Donc, pour, euh, pour le mot-clé, disons, pour la concentration de mon activité, souhaiter plutôt, c'est simple et complexe en même temps, c'est l'innovation et c'est l'avenir. Top. Voilà. Qui n'a pas encore parlé? Et Tout le ben, je monde. crois que vous étiez le dernier. Voilà, très bien. Donc, merci à tous pour ces présentations et surtout les mots que je retiens. Donc, on avait conviction, engagement, plaisir aussi. Donc, assez intéressant. Vous avez tous des visions assez différentes du bénévolat. Et puis, quand elles sont similaires, il y a quand même des nuances. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir dans la question du bénévolat, c'est que c'est plein de nuances par rapport aux générations, par rapport aux catégories socio-professionnelles, par rapport à est-ce qu'on habite en ville, est-ce qu'on habite dans un milieu rural. Donc, c'est là où c'est important pour moi de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est la culture bénévole. Et c'est ce sur quoi, pardon, on va travailler très concrètement aujourd'hui. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah. Ah. Donc, je vais reprendre très brièvement. Je suis navrée pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mais je pense C'est bon, c'est Anne, ça marche. que c'est en train de partager. Voilà. Hop. Alors, je vous mets sur mon deuxième écran pour voir vos réactions quand je vous raconte des choses. Comme ça, je vois si je suis dans la bonne direction. Puis en plus, c'est plus sympa quand même. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous êtes censé voir un Oui. communiqué en haut à gauche. Affirmatif. Très bien. Hop. Eh bien, je vous mets vos visages quand même au-dessus. Donc, je reprends quelques éléments de la semaine dernière, où là, je suis allée beaucoup trop loin. Hop. Je vous spoil toute la partie qu'on va voir aujourd'hui. Donc, en fait, la semaine dernière, on a parlé beaucoup des idées reçues sur le bénévolat. On a fait une définition très globale de ce qu'était le bénévolat. On a parlé
Bah justement, des idées reçues. Donc, on entend souvent, par exemple, que les jeunes s'engagent moins que nos aînés. Et ben, c'est de moins en moins vrai. Et d'ailleurs, depuis cette année, là, on voit que les courbes se sont croisées. Donc, les jeunes s'engagent autant que les vieux, si je puis dire comme ça. Donc, peu Merci. d'idées reçues là-dessus, surtout à la FAFA. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que on peut avoir des idées reçues sur le bénévolat, se dire qu'il y a une crise du bénévolat, se dire que plus personne veut s'engager. Et ben, en fait, c'est plutôt faux. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, ce sont les chiffres. Vous avez plein de belles études qui sont réalisées par de grands acteurs comme France Bénévolat, Recherche et Solidarité, et c'est mené par l'IFOP. Donc voilà, c'est pas des bêtises que je vous raconte. Donc, ce qui est important de savoir, c'est vraiment que sur la question du bénévolat, les jeunes s'engagent comme nos aînés, pardon, et surtout, ils veulent des responsabilités. En fait, ce qu'on voit dans les chiffres, dans les différentes études, c'est que on donne pas assez de responsabilités. Et du coup, c'est pas tant une crise du bénévolat qu'on est en train de vivre, mais une crise de comment on parle du bénévolat dans nos associations. Aujourd'hui, on est face à des populations, y compris sur les retraités, qui sont une génération quand même très hédoniste. En fait, ce qui va leur parler quand on leur parle de bénévolat, c'est pas comme on le disait il y a 10 ans, vous allez servir votre communauté, mais c'est vous allez vous faire plaisir en servant votre communauté. Et donc, c'est là où les paradigmes ont changé. Les définitions du bénévolat sont vraiment différentes aujourd'hui. Et aussi et surtout, les bénévoles vont avoir tendance à trouver des motivations intrinsèques, donc des choses qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, autant qu'extrinsèques. Donc, on voit aujourd'hui que la motivation principale dans le bénévolat, c'est quand même de se sentir utile, mais de plus en plus, c'est aussi, je veux m'épanouir personnellement. Je veux gagner des compétences. Je veux transmettre mes compétences. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que maintenant, dans le discours, on va plus se contenter de dire, bah, venez dans notre association, vous allez nous donner un coup de main parce que on a des problèmes de renouvellement, parce que le franco-allemand c'est important, parce que ça fait vivre notre communauté. On fait partie des associations les plus importantes de notre commune. Là, en fait, on va plutôt leur dire, vous allez pouvoir nous donner un coup de main parce qu'on est en difficulté, mais aussi et surtout, vous allez trouver des gens avec qui vous allez vivre des super moments de convivialité. Donc c'est là où c'est intéressant d'aller finalement, et je crois que c'est Raymond qui le disait en préambule, faire ce travail de verbalisation. Parce que tout ça, je suis sûre que vous le ressentez déjà vous-même, mais il faut réussir à le conscientiser et à le verbaliser. Donc les bénévoles, ils ont besoin, excusez-moi, aujourd'hui d'entendre que vous prenez en considération leur bien-être en tant que personne aussi. Finalement, c'est plus tant se dire que telle ou telle personne est bénévole, c'est Raymond, avec sa personnalité, avec ses envies, va être bénévole, tout comme Andreas, avec sa personnalité et ses envies, va être bénévole. On n'est plus sur des bénévoles qui peuvent être remplaçables à souhait, parce qu'il y a tout un panel de bénévoles qui n'attendent qu'à se rendre utiles. En fait, il faut arriver à se dire que on est face à des bénévoles qui ont leur personnalité bien entière, face à des associations qui, pareil, ont leur identité bien définie. Donc, c'est une question de compatibilité finalement. Avec le développement des plateformes, et ça, je vous en parlerai un petit peu après, en fait, on a beaucoup plus de visibilité sur quelles sont les missions et les associations qui sont proches de chez moi. Et donc, ça crée une forme de concurrence entre les associations, mais qui est plutôt saine. Parce que les bénévoles aujourd'hui, c'est plus parce qu'il y a une association qui a les moyens de se payer, je sais pas moi, un encart publicitaire dans la ville, ou parce que c'est une association qui est très très connue, qui va attirer l'attention des bénévoles. Aujourd'hui, les bénévoles, ils vont pouvoir avoir énormément de choix, et ça c'est bien parce qu'ils vont pouvoir aller chercher l'association qui leur correspond le mieux. Ils vont plus être obligés de rentrer dans une case parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils vont pouvoir voir, tiens, dans telle association, non seulement la cause me plaît, mais à causes égales, finalement, je vais pouvoir aller dans l'association où la façon de travailler me plaît davantage. Vous voyez, par exemple, on peut avoir une association où c'est très carré, c'est très cadré, il faut passer par plein de petits formulaires pour créer un projet. Ça va parler à certaines personnes. Alors que d'autres vont se dire, ouh là là, pas pour moi, moi je suis dans l'associatif pour faire des choses un peu créatives, il n'y a pas besoin de dossier, il n'y a pas besoin de passer par la hiérarchie. Donc vous voyez, deux associations qui ont la même cause mais deux façons de travailler différentes, vont attirer deux bénévoles bien différents. Donc c'est là où c'est important d'arriver à verbaliser c'est quoi notre association, c'est quoi son identité, et arriver à finalement communiquer dessus. Donc vous voyez, c'est les trois points qu'on va voir aujourd'hui, c'est définir nos besoins en tant qu'association, mais en plus des besoins, c'est qui on est et comment on le fait, communiquer dessus,
Ça va être un peu une étape clé très opérationnelle. Et enfin, réussir l'accueil. Parce que c'est bien de dire, on est une association ultra dynamique, vous allez vous éclater chez nous. Mais si quand on arrive dans l'association, c'est pas dynamique du tout, on a l'impression d'être un petit peu floué. Donc il faut arriver non seulement à être en accord avec ce qu'on est vraiment, mais aussi réussir à accueillir les bénévoles dans cet environnement-là qu'on a conscientisé, verbalisé. Ça vous va comme programme? Bien. Oui. Ouais? Allez, on est parti alors. Donc la culture bénévole, c'est un terme justement qui a été inventé par une des cofondatrices de Bénévolte, justement. Il y a un livre blanc qui est sorti dessus. La culture bénévole, c'est vraiment cette idée de conscientiser, verbaliser la culture bénévole de son association. La culture bénévole, c'est un ensemble d'éléments qui va faire qu'on va pouvoir trouver une identité à votre association. Et l'identité de l'association n'est pas forcément la même que la fédération, par exemple. Donc ça peut être encore deux choses différentes et deux choses qui se complètent beaucoup. Donc on pourra en parler aussi pendant les différents exercices, mais il faut aussi réussir à, quand vous parlez de votre association, pouvoir vous appuyer éventuellement sur cette entité supérieure qui est la fédération. Parce que du coup, ça va donner confiance à certains bénévoles de dire on est une association très locale, mais on s'appuie sur une fédération de plein d'associations avec qui on mutualise les besoins, etc. Et tout ça, ça peut faire partie de votre culture bénévole. On va verbaliser les besoins en bénévole aussi, parce que parfois, et c'est ce qu'on disait beaucoup la semaine dernière, finalement, on a cette idée un peu vague qu'il nous faut des bénévoles pour nous aider sur la communication. Ça, c'est pas assez. Aujourd'hui, les bénévoles qui entendent ça, ça les fait fuir. Ils se disent, oh là, on est dans une association où on sait pas trop ce qu'on va faire, on va passer des heures et des heures en réunion pour, à la fin, ne pas vraiment savoir ce qu'on a à faire et ce qu'on doit faire. Les bénévoles, aujourd'hui, ils ont envie de savoir de quoi vous avez besoin sur la partie communication. On a besoin de quelqu'un pour créer et animer les réseaux sociaux. Et là, on est dans le concret. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est quand on verbalise sa culture bénévole, c'est arriver d'aller à l'étape encore d'après et verbaliser quels sont les besoins en bénévole. Donc, on a besoin de bénévoles qui puissent nous aider à créer la page LinkedIn puis l'animer, mais ce bénévole, il doit aussi être cohérent avec la culture bénévole de l'association. Si dans notre association, on se dit que notre culture bénévole, elle tourne autour d'un certain dynamisme, d'une prise d'initiative, et que vous êtes face à un bénévole qui n'est pas dynamique du tout et qui est incapable de prise d'initiative, là, vous allez vous dire, il y a peut-être un écart qui va faire que, à un moment donné, soit l'association, soit le bénévole, ou même les deux, vont pas être très heureux, très épanouis dans leur bénévolat. Et je crois que c'est Ulf qui parlait de... Ulf, pardon, j'ai arrivé, j'ai fait la même bêtise la dernière fois. Ulf qui disait tout à l'heure, bénévolat égale plaisir. Et ça, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. Et c'est là l'enjeu d'arriver à verbaliser non seulement qui on est en tant qu'association, mais quels sont les bénévoles qui vont se trouver épanouis dans cette association-là. Et ensuite, il faut arriver à retranscrire ces besoins en fonction de la culture bénévole. Donc, si on a identifié que le mot-clé, un des mots-clés principaux quand on parle de notre culture bénévole, c'est dynamique, il faut arriver à le retranscrire vers l'extérieur de manière à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière dynamique. Parce que moi, quand j'entends dynamique, j'ai peut-être une autre définition que Raymond, qui en a encore une autre que Jean-Michel. Donc, c'est là où c'est important aussi d'arriver à vraiment pointer du doigt ce qu'on recherche vraiment et arriver à le communiquer. Donc voilà pour cette partie identifier les besoins. J'en parle et j'insiste dessus comme je l'avais fait la semaine dernière parce que c'est vraiment l'étape que la plupart des associations avec lesquelles j'échange, elles font souvent l'impasse dessus. On se demande, on sait de quoi on a besoin, on n'a pas besoin de passer du temps à se mettre autour d'une table pour en parler. Et en fait, on le ressent ensuite dans toutes les étapes où il y a quelque chose qui n'était pas clair. Les fondations, si vous voulez, n'avaient pas été travaillées et ça se ressent ensuite dans tout le processus d'engagement du bénévole. Et donc, à un moment donné, c'est là où soit les personnes qui accueillent les bénévoles, soit les bénévoles eux-mêmes, se retrouvent un peu malheureux dans ce qu'ils font. Donc, il faut vraiment passer du temps à travailler dessus. En plus, ça peut être des moments très sympas parce qu'on va faire justement venir autour de la table des bénévoles déjà en place et les faire participer à ce travail-là autour des valeurs, autour de l'identité collective. Donc, c'est assez important. Voilà ce que je mets dans mon petit diapo. C'est pour moi le ciment de cette identité collective. Et c'est là où il faut travailler vraiment avec les parties prenantes de l'association.
Parce que vous, en tant que président, vice-président qui êtes là ce soir, vous n'avez certainement pas les mêmes mots en tête quand vous pensez à votre association que votre volontaire en service civique, que le bénévole qui vient 1 à 2 fois par an pour vous donner un coup de main sur un événement, ou encore l'ancien bénévole qui depuis est parti parce qu'il avait autre chose à faire, parce qu'il a déménagé. Il ne faut pas hésiter à faire venir toutes ces personnes-là pour co-construire cette identité collective. Et surtout, ne pas se dire, l'idée qu'on a, nous, en tant que noyau dur dans l'association, j'entends par là président, vice-président et bureau, c'est pas forcément la seule identité collective qu'on peut imaginer. Donc, plus on ratisse large, plus on va avoir quelque chose qui est près de la réalité. Et en plus, c'est un moment plutôt sympa, ça peut faire revenir du monde en plus. Vous voyez, au moment d'organiser un petit atelier comme ça en collectif, on appelle tous ceux qui sont de près ou de loin intéressés par l'association, et puis ça permet de relancer, remobiliser. Et souvent, le fait d'aller chercher des bénévoles en leur disant on est en train de travailler sur l'identité collective de l'association, je te sollicite parce que tu fais partie de l'association, et ça travaille sur la valorisation de ce bénévole. Donc c'est aussi un moment, non seulement ça va servir à l'association, mais en plus vous, ça peut faire une animation de communauté qui est assez intéressante. Et donc la culture bénévole, c'est finalement l'ensemble des aspects formels et informels de l'association. Je vous donnerai une petite liste après sur laquelle on va travailler, mais tout ça, c'est une part inconsciente qui est partagée par les membres. Vous voyez, pendant ce genre d'animation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots qui ressortent, qui forcément parlent aux autres, et on se dit souvent, ah bah tiens, j'avais jamais pensé à ça. Ou tiens, c'est intéressant que toi, qui es un bénévole ponctuel, tu vois l'association comme ça, alors que moi, vice-président, je la vois plutôt comme ça. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les écarts qu'il peut y avoir dans les mots qui sortent spontanément et travailler dessus. Si vous, en tant que vice-président, vous vous dites, bon, l'association, elle est dynamique et la créativité est au cœur de nos activités, et en face, vous avez un bénévole plus ponctuel qui vous dit, ah ben non, moi, l'image que j'ai de l'association, c'est plutôt un truc un peu ringard et trop procédurisé. C'est là où vous allez vous dire, bon, il y a peut-être un souci entre la façon dont on voit l'association et ce qu'on exprime. Donc c'est là où finalement c'est plus intéressant que quand on est tous d'accord. Donc pourquoi c'est important de se pencher dessus? Et après je vous laisse la parole et je vous laisse travailler, mais il y a une forme de professionnalisation des bénévoles. Qu'on le veuille ou non, vous avez beaucoup de bénévoles qui aujourd'hui arrivent au moment de la retraite d'une vie professionnelle bien riche, qu'ils ont du mal à laisser filer, donc ils ont envie de transmettre, ils ont envie d'apporter leurs connaissances et compétences au service d'une association. Du côté des étudiants, par exemple, ça va être l'idée de pouvoir mettre un peu de pratique dans la théorie qu'ils ingèrent toute la journée. Du côté des actifs, ça va être aussi de développer des compétences, par exemple. Donc tous ces bénévoles arrivent avec une posture professionnelle, avec des outils qu'ils utilisent dans leur entreprise. Et donc tout ça, c'est assez intéressant aussi. C'est important de le prendre en compte et de se dire que s'il y a une professionnalisation des bénévoles, ils ont envie d'un peu plus de cadre. L'association, aujourd'hui, elle est perçue comme quelque chose où on peut faire un peu ce qu'on veut, mais des fois, un peu trop. Et donc, il faut arriver avec les bénévoles à mettre une forme de cadre. Et le cadre, ça peut passer par on est conscient et on arrive à dire ce qu'est l'association, quelle est son identité. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup, il y a une offre assez large de missions de bénévolat. Aujourd'hui, même le club de foot de votre quartier a une page Facebook, a un site internet où il peut parler du bénévolat. Donc, c'est vous comment vous arrivez à vous différencier dans toute cette offre de bénévolat. Et donc, pour ça, il faut arriver à donner des choses très concrètes et arriver surtout à montrer qui vous êtes et comment vous êtes différent de justement les missions du club de foot du quartier. Il y a aussi une forme de rationalisation du bénévolat. On est de plus en plus conscient du temps qu'on a et du temps qu'on n'a pas. Donc, si on sait qu'on a 4 heures à donner dans la semaine à une association, on va se dire, oh là là, il faut absolument que j'aille dans l'association qui me correspond le mieux et dans laquelle je vais être finalement le plus efficient, où je vais m'éclater pendant 4 heures et en même temps, je sais que je me plais dans cette association, que je vais pouvoir apporter des choses concrètes et voir un résultat à ce que j'apporte. Donc c'est là où c'est important aussi de se dire que les bénévoles aujourd'hui, ils sont plus là pour donner à la communauté parce que ils ont entendu de la part d'un ami qui avait besoin
d'aide dans son association. Aujourd'hui, on va plutôt regarder dans le catalogue tout ce qu'on nous propose et se dire, cette association-là, ça vaut le coup que j'y aille. Donc c'est ça que vous devez donner aux bénévoles aussi, du grain à moudre dans ces réflexions, parce qu'aujourd'hui, il y a de la réflexion avant de s'engager. Donc quelques éléments, et là je vais vous demander de, sans réfléchir, si vous avez une feuille devant vous, ou si vous prenez votre outil de notes sur l'ordinateur en même temps, c'est sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez chacun de ces mots? Par exemple, dans mon association, ambiance, quel est le mot qui me vient à l'esprit spontanément? Et attention, je vais vous interroger après au hasard, hein. Alors là, c'est un exercice, il ne faut pas réfléchir, hein. Spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et c'est pas grave si c'est négatif. Pareil pour les héros. Alors les héros, c'est un concept un peu particulier. On en parlait la dernière fois et par exemple, j'ai l'impression que Raymond est un de ces héros. Un héros, je vous donne un exemple. Je rencontrais une association il y a peu de temps dans laquelle j'avais vraiment envie de m'investir. Donc je fais mon premier entretien, on va dans un café avec la directrice. Et la directrice me dit, ah, il faudra que tu rencontres Mylène, qui est la présidente. Tu vois, Mylène, elle a fondé l'association il y a 40 ans. Depuis, elle est là, mais tout le temps. C'est une machine, cette dame, tu verras, elle va te plaire. Elle est là, mais tous les jours, de 8h à 22h. Tu l'appelles à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elle te répond. Et moi, qu'est-ce que j'ai entendu là-dedans? C'est, OK, si je veux être au niveau de Mylène, il faut que je sois disponible jour et nuit. Il faut que je vienne m'investir toute la journée pendant 40 ans. Ça, c'est ce que j'ai reçu en tant que nouvelle bénévole. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous, comme vous êtes dans l'association et qu'il y a des personnes qui sont là depuis toujours, qui sont souvent les fondateurs et les fondatrices sont dans ce cas-là, finalement, il faut faire attention à comment vous le présentez aux bénévoles. C'est super d'avoir des figures importantes dans l'association. C'est important de montrer que on a de la reconnaissance pour les gens qui sont là depuis longtemps, mais il faut faire attention à comment on le transmet aux bénévoles. Parce que ça met aussi la barre haute parfois pour les bénévoles qui arrivent. Voilà. Et ça, on en a très peu conscience. Et il suffit qu'on en ait conscience et qu'on écoute ses propres discours pour se dire, ah oui, peut-être que là, je fais peur aux bénévoles. Donc, quand je vous dis ça, est-ce que vous pensez à une personne dans votre association, une figure dont on parle souvent? Et ça peut être vous-même, parce que souvent, on retrouve les présidents fondateurs, les vice-présidents, vice-présidentes, etc. Ces personnes qu'on appelle aussi le noyau dur, qui sont là très, très régulièrement et qui sont surinvestis parfois, ou en tout cas très investis dans les associations. Donc, vous pouvez noter là où les personnes, ça peut être ça peut être un groupe aussi parfois, des personnes qui sont toujours dans l'association qui ne le sont plus. Mais c'est intéressant aussi s'il y a quelque chose que ça vous évoque là quand je vous en parle, c'est certainement que ça fait partie des héros de votre association. En termes de procédure maintenant, si je vous dis le mot procédure, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors j'ai souvent dans les associations enfin quand j'interviens, on me dit bah y a pas de procédure chez nous. Et ça peut être le cas aussi. Vous pouvez avoir par exemple euh, parfois, on pense tout de suite à la procédure de recrutement des bénévoles. Donc justement, chez nous, on va passer la mission en ligne, ou on va lancer un appel sur Facebook. Il va y avoir une personne, il va y avoir un café avec la directrice, puis ensuite un café avec le président. Ensuite, on va rencontrer l'équipe, etc. Voilà, s'il y a une procédure qui vous vient en tête tout de suite, spontanément, vous pouvez la noter. Dans la vie d'équipe, comment ça se passe? Si aujourd'hui j'arrive dans votre association, comment je fais partie de l'équipe? Est-ce que je vais être un électron libre ou est-ce qu'il est important pour vous qu'on se voit toutes les semaines? Est-ce que chez vous, le seul moment de convivialité, c'est le repas au moment de l'AG? Est-ce que dans la vie d'équipe, et ça c'est souvent le cas dans l'association, la nourriture est un liant qui revient souvent. Voilà, quand on se voit, c'est toujours pour boire un coup, c'est toujours pour manger quelque chose. Ou alors au contraire, est-ce que c'est plutôt toujours des temps de travail? Ensuite, les rituels. Est-ce que justement, vous avez... j'étais avec une association la dernière fois, c'est l'épiphanie. Tous les ans, ils vont manger la galette de l'épiphanie en janvier. C'est le moment où ils se retrouvent, et puis c'est le petit rituel, quoi. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'il y en a chez vous?
Et enfin, quelles sont les perspectives? Si j'arrive aujourd'hui dans l'association, quelles sont mes perspectives? Est-ce que chez vous, voilà, la personne qui n'est pas là depuis 10 ans, elle a accès à aucune responsabilité? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on lui propose tout de suite de prendre des responsabilités? Est-ce que si j'arrive sur une mission pour être bénévole, je sais pas moi, sur l'emballage des papiers cadeaux, est-ce que je vais tous les ans être sollicitée pour les papiers cadeaux et on va jamais me proposer autre chose? Est-ce que chez vous, voilà, on est bénévole en mode couloir ou est-ce que c'est plutôt on m'offre de temps en temps des perspectives, des façons de faire du bénévolat différemment? Est-ce que c'est organisé ou pas? Est-ce que c'est la tête du client? Tiens, celui-là, il a l'air motivé, donc je vais lui proposer des responsabilités. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues spontanément sur tous les mots? C'est un petit exercice de mise en jambe. Ouais. Est-ce que... Héros, c'est clair qu'on met la barre tellement haute que derrière c'est difficile, on le sait, hein. On s'en rend compte. Hmm, Et la difficulté que l'on a, c'est que tout en s'en rendant compte, comme on a envie d'avancer, on continue d'avancer. Comme on continue d'avancer, on met la barre encore plus haute et ça devient un petit peu délicat, quoi. complètement. Oui, c'est pas facile dans les moments de renouvellement en plus. Parce que Je quand crois on que a... héros, c'est ce que tu appelles, Jean-Michel, les engagés plus. On appelle ça les Ouais, tarés. Il est arrivé. Ce que je disais, c'est ce que je disais à Océane quand on s'est vu sur Paris. C'est les engagés un peu tarés. Euh, mais là où je rejoins Raymond, c'est que c'est un peu compliqué parce que on, on est souvent rentré par passion, on est rentré par volonté de construire des choses. Et quand on a un groupe de gens qui sont un peu dans ces engagés plus, qui se retrouvent, ils construisent des choses encore plus grandes. Et parce qu'ils construisent des choses encore plus grandes, la difficulté, c'est comment on embarque des nouvelles personnes qui ont envie de rentrer dans cette dynamique un peu plus forte que dans une association classique. Voilà. Alors après, une réponse, c'est la procédure, une réponse, c'est la perspective pour un certain nombre de personnes qui veulent s'impliquer, mais la certitude, c'est bien de réfléchir au rôle de chacun dans la structure. On retrouve le premier élément que tu soulevais tout à l'heure, Océane, en fait. Voilà. complètement. Oh, sur les héros, je sais que c'est pas facile à faire, mais dans un moment où le renouvellement est important sur les postes, surtout sur les postes à responsabilité, en fait, c'est de travailler sur comment je peux rassurer le bénévole. Et c'est vraiment un mot-clé aujourd'hui qui est important, c'est cette question de la réassurance. En fait, les bénévoles aujourd'hui, du fait de cette rationalisation importante, ils vont toujours, quand ils vont voir votre mission, même après vous avoir rencontré, et même après et tout au long de leur parcours d'engagement, se poser la question de, oui, mais est-ce que je suis légitime à faire cette mission-là? Et en fait, tout ce qui a trait à ces héros, à ces engagés à ce noyau dur, en fait, ça va questionner notre légitimité. Ah, mais je suis pas aussi investi que Raymond, donc est-ce que j'ai ma place dans cette association? Et donc vous, votre rôle, ça va être de les rassurer, ces bénévoles, en les accompagnant, en leur proposant des perspectives et en leur posant la question. De quoi tu as besoin pour t'investir davantage? Et est-ce que tu as envie de t'investir davantage? Comment on peut t'accompagner à le faire? Ah bah je manque de temps ou ah bah je manque de compétences. Et en fait là, on va pouvoir l'accompagner avec des formations, avec un binôme, avec le fait euh, d'aller chercher de nouveaux bénévoles encore. Ce bénévole qui s'est investi sur les questions de communication, il s'est engagé à travailler sur les réseaux sociaux. Et tout à coup, dans les réseaux sociaux, s'ajoute LinkedIn. Et lui, quand il a signé, il s'est jamais dit que j'allais m'occuper de LinkedIn. Donc en fait, à un moment donné, il va être un peu bloqué. Il va pas oser dire qu'il est en difficulté. Il se dit, oui, mais si c'était Raymond à ma place, il le ferait sans résigner. En fait, c'est à vous d'aller le voir, d'aller lui poser la question, de quoi tu as besoin pour t'épanouir réellement dans ta mission. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de différent d'il y a 6 mois et est-ce que tu t'y retrouves toujours? Et en fait, c'est ça aussi le truc avec les bénévoles, c'est qu'on a tendance à se dire qu'une fois que l'étape du recrutement est passée, on n'a plus à s'en occuper.
voilà, le bénévole, ça y est, on a fait le plus dur, on l'a trouvé, il est dans sa mission, il a l'air plus ou moins épanoui, il revient plus ou moins vers nous, il a plus ou moins des initiatives, et en fait, on arrête de s'occuper de lui. Et ben en fait, le secret de la longévité des bénévoles, de la fidélisation, c'est vraiment d'aller l'interroger régulièrement. En fait, un bénévole, vu qu'on se voit en tant que bénévole finalement très peu souvent, parfois une fois par mois, bah, c'est pas assez pour voir les changements dans la vie de ce bénévole. Parce que le bénévolat, c'est vraiment un truc à part. Entre-temps, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, il peut se passer des tas et des tas de choses qui font qu'en un mois, le bénévole, il a beaucoup changé. Et si on ne vient pas le réinterroger régulièrement, l'inviter régulièrement à s'exprimer, lui, il le fera jamais tout seul. Un bénévole, il va jamais, en tout cas très 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 rarement, venir vous voir en vous disant je suis en difficulté. Mais par contre, si vous allez le voir en lui disant bah, tiens, en ce moment, tu as l'air un peu fatigué, tu as l'air un petit peu moins motivé, est-ce que ça va? Là, il va vous répondre, bah, je suis un petit peu embêté parce que je me sens un peu bloqué dans mes missions. Mais jamais de lui-même, il va venir vous le dire. Donc c'est là où c'est important d'avoir ces temps réguliers, de faire vivre le bénévolat bien après que ça y est, il a accepté la mission, on a fait le plus dur. Océane, Oui, j'écoute et je comprends et j'essaie d'appeler les membres du bureau et aussi d'autres personnes. Mais si on le fait à la cadence que vous suggérez, je suis en passe de devenir un héros justement parce que oui, il faut savoir comment on peut répartir ce type de tâches. Notre problème, c'est aussi qu'on est peu nombreux. mm, Et il y a un certain nombre de tâches qu'on peut appeler des procédures qui sont difficiles à déléguer parce que on investit pas mal de travail et c'est relativement ingrat. Je parle à titre d'exemple de toute la partie administrative quand tous les ans il faut remettre à la mairie les mêmes documents pour avoir accès à des salles. Pour chaque événement, il faut faire des papiers, des demandes, etc. pour pouvoir avoir accès à des choses, des salles, avoir de soutien. Et tout ça, c'est de l'administratif qui, bon, en lui-même n'est pas intéressant s'il n'avait pas le but derrière de pouvoir organiser quelque chose, un événement, avoir un lieu de rencontre, etc. ouais, complètement. Et, Et je pense euh, que oui. et on est Vas-y. vraiment assez peu nombreux pour pouvoir déléguer. On a un nombre assez impressionnant, disent les gens de l'extérieur, d'événements, mais par rapport à la petite équipe que nous sommes, hein. Ouais, j'entends tout à fait. Raymond, vous vouliez réagir? Ou j'y Oui, je vais? voulais dire aussi que les procédures doivent nous aider. Et c'est pas les procédures dans le sens négatif du terme, c'est vraiment mettre en place des process qui permettent de travailler de façon très efficace. Donc gagner du temps, gagner en efficacité et se libérer de charges répétitives parce qu'on a mis en place des procédures qui permettent de faire tout ça de façon très, très fluide. Hein. C'est toute l'histoire des outils collaboratifs. Je suis en train de travailler dessus, mettre en place des outils collaboratifs pour pouvoir travailler de façon fluide en équipe. Donc ça se rejoint avec la vie d'équipe aussi. Hein. Voilà. Mais ça, c'est un travail de longue haleine aussi, hein, tout ça. Hein. Et puis, ça suppose derrière de trouver des gens qui ont la compétence de mettre en place ça. Je dirais la compétence, c'est surtout la pédagogie. Ouais, Parce que la compétence c'est une chose, la pédagogie c'en est une autre encore. Euh, Compétence et pédagogie, hein, les deux. Pardon? Compétence et pédagogie. Et pédagogie, oui, 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 ce que je oui, dis. Hein. Et il faut Alors, les deux ensemble. les deux oui. ensemble, oui. C'est ce que j'allais justement vous dire. Il faut pas que ce soit toujours la même personne qui s'occupe des bénévoles. Il faut aussi que chacun se sente légitime et sollicité à le faire. Euh, il y a des petites astuces, des petits outils qu'on peut utiliser. Je pense là une association dans laquelle j'étais il y a pas très longtemps, qui ont tout simplement un groupe WhatsApp. Ou ça peut être un groupe Messenger, un groupe Signal, enfin peu importe, même un groupe sur Teams. Et l'idée c'est que ils avaient un petit rituel pour le coup, qui était même presque une procédure, mais plutôt un rituel, où en fait régulièrement ils s'envoyaient sous forme d'une image ou d'une image animée comment ils se sentaient en ce moment. Et du coup, c'était rigolo. Dans la conversation, on voyait vraiment des petits chats qui jouaient. Il y en avait d'autres où c'était quelqu'un qui pleurait à chaudes larmes. Et en fait, il n'y avait pas besoin de verbaliser. C'était devenu
une forme de jeu, donc c'était assez ludique. Juste en une image, on disait comment on se sentait en ce moment. Et ça permettait les uns et les autres de pouvoir se sentir légitimes à rebondir sur un message. Ah bah tiens, t'as mis un petit bonhomme qui pleure, est-ce que tu veux m'en parler? Et donc ça permet aussi à ce que, enfin ça permet une forme d'horizontalité où chacun peut rebondir sur un message en fonction du temps qu'il a, en fonction des appétences, en fonction aussi finalement des liens interpersonnels. On n'a pas forcément tous les mêmes relations les uns avec les autres, en fonction des affinités, en fonction du temps depuis lequel on se connaît, en fonction de notre position ou nos visions des choses qui sont assez différentes. Mais il faut absolument que chacun se sente légitime à réagir euh, les uns avec les autres. C'est aussi cette difficulté avec l'image du héros, c'est qu'on a tendance à lui déléguer toutes les responsabilités, y compris tout ce qui a trait au relationnel. On se dit, bon, tiens, ça, on va pas s'en occuper. C'est Raymond qui s'occupe de tout, donc il va s'occuper de ça aussi. Donc le travail de Raymond, c'est de faire en sorte que chacun se sente libre et légitime à prendre les sujets en main. Et même quand il s'agit de bénévolat, etc. Et il faut pas hésiter aussi à se dire que ça, par exemple, le fait de s'occuper des bénévoles, c'est une compétence qui existe dans le champ des bénévolats possibles. Et en fait, il suffit parfois de faire connaître ce besoin, parce que du coup, on l'a identifié, on va pouvoir le verbaliser, faire connaître ce besoin. On a besoin dans l'association de quelqu'un qui aime les ressources humaines et qui est prêt à proposer des animations, à proposer des temps de convivialité et les organiser. Voilà. Mais Donc ça, c'est... ouais. il faut aussi dire dans les bénévoles, les héros. Il faut aussi savoir les possibilités. Par exemple, quelqu'un qui est à la retraite, aucun problème pour qu'il travaille 30 ou 40 heures pour une association. Mm. Moi, qui travaille à temps plein, non, j'ai pas ça. Ou une jeune dame qui travaille avec nous, elle travaille à temps plein et a 3 enfants en bas âge, elle a encore moins. Il Ah, on vous a faut perdu. toujours pas le monde de faire la même chose. Ça serait impossible. Mhm. C'est impossible. C'est normal que tout le monde donne comme il peut. On ne Exactement. peut pas attendre le même engagement d'un retraité ou de quelqu'un qui travaille à temps plein. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir ces petits points réguliers parce qu'une personne qui s'est engagée pour 4 heures par semaine au tout début, bah peut-être que sa vie personnelle, sa vie professionnelle a évolué, peut-être que juste sa motivation de manière passagère s'est amoindrie et en fait il faut que cette personne elle puisse vous dire bah là j'aimerais bien ralentir le rythme ou alors au contraire tiens en ce moment j'ai un peu plus de temps, est-ce que je pourrais m'engager plus? Mais ça pareil, les bénévoles ils vont très rarement venir d'eux-mêmes vous le dire, tirer la sonnette d'alarme ou vous le proposer. Donc c'est à vous d'avoir des espaces réguliers qu'on peut rendre ludiques, qu'on peut automatiser, qu'on peut procéduriser. Bon, c'est la fin de la journée. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à faciliter ce dialogue-là. Parce que dans les associations, c'est souvent ce qui fait que le bénévole, à un moment donné, il va arrêter de se sentir reconnu, il va arrêter de se sentir valorisé, et c'est là où il va se lasser. Il va se dire, bon, finalement, est-ce que j'y gagne autant que ce que je donne à cette association? Et s'il commence à se poser la question, c'est le début de la fin. Donc c'est là où c'est important d'avoir ces temps conviviaux. C'est ce que viennent aussi chercher les bénévoles. Et donc là, c'est vraiment typiquement ce qui rentre dans l'ambiance, la vie d'équipe et les rituels. OK? Donc là, Souvent ouais, Parce que aussi, derrière procédure, enfin moi c'est un mot qui est très fort pour moi. Tout à l'heure je parlais d'engagement libre. ouais, Une procédure, c'est quelque chose qui est engageant mais pas libre. C'est une série de formalités qui doivent être accomplies. Euh, mm, et ça peut ressembler à quelque chose dans le travail. Or, quand on est bénévole, on n'a pas forcément envie de retrouver les contraintes d'une activité professionnelle. tout à complètement. fait, tout à fait. Procédure, au moins pour moi, ça sent un peu comme un répulsif. Oui, je suis cadre informatique et chef de projet. Je connais les procédures et j'en ai besoin dans ma vie professionnelle, mais j'en ai beaucoup moins besoin dans le bénévolat. On ne travaille pas dans la même échelle et ordre de grandeur.
J'ai dit, une procédure, c'est une sécurisation aussi. Ça vient de donner un cadre et puis d'aider la personne à réaliser ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle peut faire. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais dans la procédure, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif du terme. Exactement. Et c'est là où on voit toute la force de la culture bénévole. C'est que vous voyez quelqu'un comme Eric, il va plutôt aller dans une association où on dit, ah non, pas de procédure chez nous. Il n'y en a pas, c'est chacun fait comme il veut. On a toute possibilité je grossis le trait, Eric. Ouais, c'est un peu caricaturé quand même. Oui, oui. C'est pas tout à Mais bon, fait ce que j'ai dit. Bon, c'est pour essayer de faire un ça grand correspond écart. au bonhomme. C'est pour essayer de faire un grand écart. Donc, effectivement, je grossis le Oui. trait. Mais voilà, quelqu'un comme Eric qui se dit, moi, je veux absolument pas que mon bénévolat ressemble à ma vie professionnelle. Je vais plutôt être attiré par une association qui me dit, chez nous, il n'y a pas très, très peu de procédures. Alors que quelqu'un peut-être comme Thierry, ou je prends l'exemple de moi-même, on va être plus attiré par une association qui nous dit, bon, les choses chez nous sont cadrées, il y a des procédures pour créer un projet, et en fait, ça va nous sécuriser. On veut finalement un bénévolat qui ressemble assez à notre vie professionnelle, parce qu'on a envie, par exemple, moi qui suis au début de ma vie professionnelle, je vais être dans une recherche de gagner en compétences. Donc c'est là où je vais rechercher des associations qui me permettent d'avoir un certain cadre, parce que ça me permet d'avoir une progression linéaire, parce que ça me permet de savoir où je vais, que si je dis que j'ai 2 heures à consacrer, ce sera 2 heures à chaque fois, plutôt qu'une association dans laquelle, bon ben finalement, il n'y a pas tellement de cadre et je peux faire, finalement, je peux, enfin, mon temps dans l'association peut osciller, ma façon de m'engager, etc. aussi. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que, vous voyez, en fonction des associations, on va avoir plus ou moins de cadres. Parfois ça va être trop, parfois ça va être pas assez. Mais en tant que bénévole, pareil, vous allez avoir des personnes qui sont trop et des personnes qui sont pas assez. Et l'idée, c'est qu'ils aillent dans la bonne association sur ce sujet-là. Donc, quand je dis procédure, c'est pas qu'il faut qu'il y ait des procédures dans votre association, c'est qu'il faut réfléchir à aujourd'hui, quand on pense procédure à l'intérieur de votre association, à quoi on pense. Et donc, c'est là où cet exercice, finalement, on l'a fait très rapidement ici parce que je voulais que vous ayez des mots qui sortent vraiment spontanément. Mais cet exercice-là, il faut absolument le faire avec les parties prenantes dans votre association et voir et, où se trouvent les écarts. et y compris le titre, les besoins. On a absolument besoin de savoir quels sont leurs besoins. Ça fait partie de la méthode. Et n'importe quelle personne isolée ou individuelle ou entreprise a besoin de connaître ses besoins. Exactement. Ça fait partie du marketing. On en a besoin aussi dans une petite association franco-allemande. Bon, moi, je dirais les procédures plutôt comme cadre, rassurant, fonctionnant, aidant. Et tous les autres, je mettrais un peu ensemble l'ambiance qui est importante, le divertissement, parce que certaines cherchent plutôt le divertissement et l'esprit. Et le vie d'équipe se forme un peu dans ce noyau émotionnel plutôt. Exactement. Mais ce qui a été rajouté tout à l'heure, une ou deux fois, pour moi c'est important, il faut presque le mettre sur la liste, sont les compétences et le respect des compétences, c'est-à-dire l'acceptation de la personne et de ses compétences. Et évidemment, les perspectives, ça rejoint mon objectif tout à l'heure, chercher à connaître, à comprendre l'évolution de l'environnement et avoir un esprit d'innovation et d'initiative. Sinon, je trouve que c'est parfait comme liste. Ah bah merci. Ça me fait plaisir. Pour moi, j'aurais tendance à remplacer le mot procédure par minimum des règles indispensables. Par exemple, dans une autre association, les bénévoles, leur disponibilité variait. Donc, il y avait deux ou trois qui se partageaient les tâches. Et là, bien entendu, la règle, c'était, si quelqu'un répond à un mail, toujours mettre les autres en copie pour que les autres soient au courant. Mais ça aussi, c'est la possibilité de rassurer. Je l'ai souvent vu dans le cas d'autres associations, que quelqu'un dit, souvent, je ne suis pas dit en voyage à faire, je n'ai pas tout le temps. Dire, pas de problème, on va se partager à deux ou trois. Un de deux ou trois aura le temps de répondre.
Ben, voilà, là typiquement ce genre d'éléments d'expérience, ça fait partie de la culture bénévole. Et en fait, chacun autour de cette table peut mettre derrière ces grands champs, on va dire, plein d'exemples qu'il a en tête et qui sont venus spontanément quand je vous en ai parlé. Peut penser à plein d'associations dans lesquelles il a été, pas seulement celles dans lesquelles il est actuellement. Et c'est là où c'est intéressant d'arriver à le définir, d'arriver à le conscientiser. Et l'exercice qui a le plus de valeur ici, c'est vraiment de le confronter aux parties prenantes de l'association pour voir où se trouvent les écarts. Souvent, les écarts, ça se trouve autour de la vie d'équipe, de l'ambiance, des rituels. Donc, c'est ce que Yoren disait tout à l'heure. On est autour de l'émotionnel. Et donc, si ça pêche ici, c'est qu'il y a un gros problème de perspective. J'arrive plus à parler. De perception, purée, je vais y arriver, perception de l'association. Parce que vous voyez, entre les personnes qui vous disent, ben, dans l'association chez nous, c'est dynamique, c'est plein de créativité, plein de moments de convivialité. Et quand vous posez la même question à un autre type de bénévole ou une personne qui est peut-être extérieure à l'association, vous voyez, c'est intéressant de le faire avec d'autres formes d'engagement que le bénévolat. Vous voyez, vous prenez un partenaire, vous prenez bah, une personne qui vient de temps en temps, une personne qui avait démarré le processus pour devenir bénévole et qui finalement ne l'a pas fait. Et là, ça va être intéressant de voir, ben, toi, quand tu décris l'ambiance, qu'est-ce que tu dis? Et si la personne, elle vous dit, ben, moi, il me manquait un peu de moments de convivialité, alors que vous avez mis ça en premier, c'est là où il y a un écart assez important et sur lequel il va falloir travailler. Donc finalement, c'est pas tant ce qui vous vient spontanément qui est intéressant dans cet exercice, c'est ce qui vient spontanément à plusieurs parties prenantes de l'association. Analyser et travailler sur les écarts. Donc je passe sur ce petit exercice-là parce qu'il faut vraiment que vous le refassiez en interne dans votre association. Et je vous propose d'avancer sur un autre exercice. Et c'est Yoren, encore une fois, qui parlait de marketing. Et ça, comme j'ai fait des études de marketing, c'est un outil que j'adore utiliser dans les associations. C'est ce qu'on appelle un SWOT, que vous connaissez Bien. peut-être. Oui. C'est une matrice qui permet d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans l'association. Et pourquoi c'est important de compléter cette matrice, c'est que bah, finalement, les forces qu'on va identifier, on va pouvoir continuer à les exploiter. Les opportunités, par exemple, on va pouvoir mettre des ressources dessus. Pareil pour les faiblesses et les menaces qu'on va chercher à travailler. Et donc, si on prend l'exemple d'une force dans le bénévolat dans notre association, ça peut être que chez nous, il y a beaucoup de moments de convivialité. Où, comme on a les moyens, on peut rembourser les frais de déplacement des bénévoles. Voilà le genre d'exemple. Pareil sur les faiblesses, on va aller identifier. Chez nous, j'entendais Oulf tout à l'heure qui disait on n'est pas bien nombreux. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse dans notre association et c'est une faiblesse qui peut être perçue par les bénévoles. En termes d'opportunités, justement, ça peut être on va s'équiper bientôt d'un outil pour trouver des bénévoles. On a la possibilité de s'appuyer sur une fédération qui est assez importante, qui est la FAFA. En termes d'opportunités, il y a un appel à projet qui va sortir bientôt, qui va parler du franco-allemand et qui du coup va nous permettre d'accéder à des formations pour les bénévoles. Voilà, ça peut être tout ce qui est extérieur à l'association et qui va être positif. Donc, on n'a pas forcément la main dessus, mais si on choisit d'y allouer des ressources, on va pouvoir les attraper, ces opportunités, et en faire quelque chose de positif, ou en tout cas en faire des forces dans le futur. Et pareil pour les menaces. Aujourd'hui, on voit bien que dans le bénévolat, il y a de plus en plus de bénévolat ponctuel. Donc ça nous échappe, on n'a pas tellement de contrôle dessus. Mais par contre, c'est une menace pour l'association, parce que nous, à la FAFA, nos associations, elles peuvent proposer très peu de bénévolat ponctuel. Et cette menace, on va essayer d'aller la chercher, et on va essayer de se dire, bon, comment on peut rendre ça positif. Et donc, par exemple, pour cet exemple-là, typique de le bénévolat ponctuel, on peut pas y répondre, mais en fait, on peut très bien se dire, mais pourquoi on peut pas y répondre? Et quel genre d'engagement et de proposition on peut faire aux bénévoles pour que justement ceux qui ont envie de s'engager de manière ponctuelle, ils puissent le faire chez nous. Ça vous parle cet exercice? Ouais. Ouais?
tout à fait. Alors, Tout à fait, parce que menace, moi je voyais pas trop ce que menace, oui, c'est clair. c'est pas facile. Alors souvent, ça a trait au secteur en particulier. Par exemple, le franco-allemand est menacé parce qu'aujourd'hui, les bénévoles, ils vont plutôt aller sur les sujets d'environnement, par exemple. Et donc, c'est comment on peut rendre ça de nouveau, excusez-moi du terme, mais sexy pour des bénévoles qui souhaiteraient s'engager pour une cause. Moi, je dirais En plutôt que j'ai plutôt l'impression que le franco-allemand est moins attractif parce que les gens considèrent pour à tort que c'est quelque chose d'acquis. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc là, c'est intéressant d'aller le voir. Alors là, du coup, je le mettrais moi plutôt comme une faiblesse parce que c'est quelque chose qui est, enfin, quoique, pour moi, c'est un petit peu entre les deux. Mais si on la prend comme une menace, c'est comment on peut faire en sorte de, à nouveau, porter l'attention des bénévoles sur ce sujet-là. Mhm. Et finalement, peut-être rendre ça concret aussi. Parce que le franco-allemand, je pense que c'est quelque chose qui, finalement, dans la tête des gens, est assez politique, assez intellectuel, finalement assez loin du quotidien. Donc, c'est comment je peux remettre du quotidien dans cette question-là. Donc, c'est intéressant finalement d'aller, une fois qu'on l'a mis dans menace ou dans faiblesse, ne pas se dire, bon, bah, de toute façon, c'est fini, on pourra rien faire. C'est plutôt justement réfléchir à comment on peut rendre ça positif, comment on peut finalement balayer ce côté négatif vers le positif. Et surtout se dire, voilà, c'est important de se concentrer sur ce qui est bien, sur les forces et les opportunités et mettre des ressources dessus, mais aussi mettre des ressources si c'est ça qui bloque et si c'est ça qui fait que c'est négatif. Donc je vous propose de faire l'exercice et de trouver au moins un truc à mettre quand vous pensez au bénévolat dans votre association, dans chacune des cases, donc à tous les endroits de la matrice, arriver à identifier aujourd'hui quelle est la plus grande force quand vous parlez du bénévolat, quelle est la plus grande faiblesse, la plus grande opportunité, la plus grande menace que vous voyez. Et vous n'avez pas le droit de réutiliser les exemples que j'ai déjà donnés. Je vous vois. Je sais qu'il est tard, mais allez, encore un petit peu d'effort. Mais j'ai déjà donné un exemple. C'est vrai, c'est vrai. Ah, les Allemands ne perdent pas le Nord, hein. Bon, actuellement, on regarde plutôt vers l'Est, hein. Mais bon. Oui. Pour une menace, donc beaucoup de jumelages, la moyenne d'âge des bénévoles dépasse souvent les 60-70 ans et qui est bien, au moyen terme, est une vraie menace. Tout à fait. Alors ça, c'est plutôt, c'est à la fois externe au bénévolat dans le sens où de moins en moins enfin, comment dire, c'est pas de moins en moins de jeunes s'engagent, mais les jeunes s'engagent, mais sur des formats qui sont pas les mêmes que vous avez actuellement dans l'association. Et c'est aussi une faiblesse parce que c'est quelque chose qui est interne à vos associations, ce vieillissement de la population et notamment enfin, de la population bénévole et notamment des postes à responsabilité. Donc effectivement, je mettrai dans faiblesse et dans menace. C'est un élément à la fois interne et externe. Et ça Et peut, du coup, ça peut être une force aussi, hein, parce que si tu as des gens d'expérience, ils peuvent exactement. aussi, partager leur savoir-faire, et donc ça peut devenir une force. En fait, c'est toujours on a la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités, hein. Donc, ça va ensemble, hein. Ce qui est intéressant, moi j'imagine toujours quand je fais ces exercices-là, que finalement, il suffit d'avoir un petit balai, hop, pour balayer d'ici vers ici. Et en fait, ce balai, il faut imaginer quelles ressources vous lui accrochez dessus pour pouvoir le faire. Donc finalement, quel est le moteur de votre balai? Et finalement, si je prends cet exemple-là, des personnes qui sont vieillissantes. On a des personnes qui sont vieillissantes dans l'association. Ça fait des années, des décennies parfois qu'elles sont dans l'association. Elles ont peut-être aussi envie de faire autre chose. Elles ont peut-être plus les capacités physiques, peut-être plus l'envie, tout simplement. Donc, comment je les passe en force avec cet exemple que donnait Jean-Michel? Et bien finalement, je vais aller chercher quel est le moteur vraiment, le moteur profond de ces personnes qui sont à l'association depuis des décennies. On se retrouve pas dans une association pendant 30 ans, 40 ans, 60 ans pour aucune raison. Parce que voilà, il fallait remplir les trous. Il y a vraiment un truc profond qui anime ces personnes-là. Il faut aller le chercher. En général, c'est le besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, ça passe par la transmission.
Et donc, comment je fais en sorte que ces personnes soient à la fois, comment dire, on répond à leurs besoins de reconnaissance et à la fois on fait venir des jeunes personnes. Et ben, tout simplement, on va créer des binômes. Par le mentorat, on va réussir à attirer des jeunes personnes qui vont se dire, ah mais oui, mais moi j'ai plein de choses à apprendre de Raymond. Ça a l'air d'être quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je pense que ça peut être mon mentor sur cette question-là du bénévolat. Je vais aller dans cette association parce que je sais que je vais travailler en étroite collaboration avec lui, qui va pouvoir me permettre d'accéder à des responsabilités dans l'association. Donc c'est là où c'est intéressant. Et si on refait le lien avec cette question du héros, c'est arriver à mettre ces héros en avant en tant que personnes qui vont transmettre des compétences. Parce que ce signal-là qu'on envoie, ben, on envoie à des personnes extérieures à l'association qu'elles ont plein de choses à apprendre chez nous, et on envoie à Raymond le signal que il est important chez nous, que c'est une personne qui est reconnue, et c'est une personne dont les compétences sont assez reconnues pour qu'on ait envie qu'il les transmette à de nouvelles personnes à l'association. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir cette vision-là de quelles ressources je peux allouer, quelle forme d'engagement je peux insuffler dans l'association pour que tout le monde s'y retrouve et que de faiblesse, on passe à une force. Voilà. Donc ça demande un peu de créativité et surtout se dire que il y a plein de choses qui sont faites dans plein d'associations différentes et donc il faut mutualiser les moyens. Il faut être en veille sur ce qui se fait dans les autres associations pour piquer les meilleures idées. Voilà. C'est ce que j'ai appris dans mon travail, c'est que il y a très peu de choses qui n'ont jamais été testées dans d'autres associations, que le secteur associatif, c'est sa grande force, c'est la mutualisation des moyens, des idées et des compétences. Donc, il faut aller voir ce qui se fait dans les associations pour essayer de réappliquer tout ça. Ouf. Oui, je voudrais parler d'une force qui est aussi une faiblesse. En fait, nos amis partenaires en Allemagne sont assez dynamiques, ont des jeunes plus jeunes, ont des membres plus jeunes, notamment des gens qui sont encore dans la vie professionnelle, et ça nous aide beaucoup quand on organise des événements en commun. Par contre, c'est aussi une faiblesse dans la mesure où, de côté français, tous ceux qui ne parlent pas allemand sont effrayés de s'engager dans ces échanges qui sont nécessaires pour l'organisation. Donc, je trouve pas toujours bien le chemin pour surmonter cette crainte, cette faiblesse donc parmi les membres. Hmm. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Alors là, c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pas forcément réfléchi là comme ça. C'est vrai que je pense que c'est un frein qui est assez important. L'allemand, on en parlait la dernière fois, je pense que c'est associé à plein de mauvais souvenirs de lycée et de collège, l'allemand. Donc ça fait peur, je pense que c'est associé à quelque chose de très intellectuel. Donc faut arriver finalement à travailler la légitimité des bénévoles, les rassurer sur le fait qu'ils sont capables, qu'ils n'ont pas forcément besoin de parler allemand ou qu'ils peuvent apprendre l'allemand chez nous. Je pense que ça peut aussi attirer du monde que d'avoir des formations, des moments ludiques pour apprendre l'allemand et les attirer un peu comme ça. On a ça. Donc, Mm. d'une part, on a un Stammtisch et c'est grâce au Stammtisch que lors du dernier voyage, il y a 10 jours, on a eu plusieurs nouveaux participants. Donc, Ouais, le Stammtisch est un pôle d'attrait, mais même si on n'est pas très nombreux, mais il y a des gens donc, qui parlent allemand. Il y a aussi une initiation de l'allemand. Mais dans les deux cas, les animateurs, aussi bien pour le Stammtisch que pour l'initiation à l'allemand, ont plus de 80 ans. Alors, ouais, on devra faire face à un autre problème bientôt, c'est que il faudra les remplacer. ouais. Après, dans la gestion des projets associatifs, aujourd'hui, des produits comme Dipol, ils font le job, hein, Wolf, Ouais. hein. Alors, ça vaut Je m'en pas. suis amplement servi lorsqu'il fallait traduire des programmes pour un échange sportif récemment, puisque DeepL était beaucoup plus rapide que moi. En fait, Oui, en fait, il est relativement précis. quand tu vois bien un mode de fonctionnement que moi je pratique avec mon président allemand qui parle un allemand pas toujours compréhensible, c'est DeepL avec des phrases courtes, des idées simples, pas des choses très compliquées et une relecture parce que si tu veux dire un vous
qui est plutôt un groupe, il te le traduit avec Sie, mais bon, donc c'est un mix de connaissances de l'allemand et utilisation de DeepL. Mais pour faire des projets, DeepL, ça fait le job avec des gens qui parlent souvent dans nos associations, Wolf, quand même anglais, parce que on a quand même on est dans des villes où les gens sont souvent avec des responsabilités, et donc un mix français, allemand DeepL et anglais, ça permet quand même de faire avancer les choses, hein. Oui, même Claire, pour l'anglais, il faut surmonter parfois les réticences, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre aux gens que l'essentiel, c'est que de l'autre côté, les gens puissent comprendre ce qu'on veut, que ce soit en français, en anglais ou en allemand, hein, Mm. Ou en ou Et une autre. autre langue. certes, je pense vu à... que l'allemand est ma langue maternelle, je suis pas le mieux placé pour parler des difficultés, mais l'expérience que j'ai faite, une fois au début, quand les gens disent je parle pas allemand, on les rassure, c'est pas grave. Et au retour de voyage, tout le monde a merveilleusement réussi à communiquer. Donc les gens comprennent. On arrive à se comprendre. On n'a pas besoin de parler l'autre langue parfaitement. Si Mm. besoin, il y a toujours un ou deux qui peuvent traduire. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Andrea. Moi, je considère que nous faisons de l'allemand dans nos associations pour se comprendre. Quand on veut faire du projet, il faut être clair. Donc, généralement, on a des phrases simples. Un outil comme DeepL fait plutôt pas mal le job. C'est pas obligatoirement parfait, mais c'est suffisant pour co-construire des choses. Et c'est plutôt la relation humaine avec les gens qui est important. Et si tu parles un peu français et tu parles un peu allemand, tu arrives à constituer cette force humaine qui est quand même le cœur de nos associations. Le projet, c'est le prétexte. La relation humaine, c'est quand même la clé. Et moi, chez nous, au jumelage du Chesnay, on est dans le cas inverse de chez vous. Nos partenaires allemands sont plutôt âgés, et on ne voit pas arriver la relève. Donc, je pense que c'est pas linéaire, en fait, Ouf. Heureux chez vous si vous avez un jumelage allemand avec des personnes jeunes. Moi, je connais aussi des jumelages allemands où les personnes sont moins jeunes. Oui, mais pour recentrer encore une fois, le problème, c'est pas que les gens, lors d'un voyage, donc vivent l'expérience de pouvoir communiquer. Le problème, c'est effectivement au moment de l'organisation des événements. Et j'ai remarqué lorsque j'ai organisé, essayé de soutenir nos sections sportives lors de l'organisation d'un tournoi, c'est qu'ils se sont systématiquement tournés vers moi et encore des mois après l'événement, ils viennent encore vers moi lorsqu'il y a quelque chose qui coince. Oui. Oui, mais, Malgré les encouragements, mais tout simplement, ils communiquent pas en direct. parce que on est, je vais critiquer un peu le système français que ni toi, Ulf, ni Andrea avez connu, mais Ah, j'ai assisté lors de l'échange scolaire, j'ai oui, vu mais je comment veux dire, l'anglais était enseigné, oui, oui, et effectivement, puis et quand l'allemand tu aussi. vois comment l'allemand est enseigné, moi je suis partant encore d'une génération où quand tu mettais un datif à la place d'un accusatif, la prof t'arrêtait et te bloquait. Alors que tu sais bien que dans la vie de tous les jours, Oui. à part peut-être dans certains cas, pas mettre la bonne déclinaison, qui peut peut-être poser problème, dans 95% des cas, ça gêne pas la vie, hein. Mm. Le gros problème, c'est aussi la tendance à traduire, hein, dans un sens comme dans l'autre, Oui. puisque les gens restent souvent bloqués sur un mot, parce qu'ils ont l'habitude de traduire. Il faut trouver un autre mot, il faut arrêter de traduire. Oui, oui, Oui. ouais. Bon, Et voilà. je mettrais ça, je résumerais bien qu'il faut changer pas mal de choses, des réflexions surtout. Et il faut vraiment chercher et trouver, comme le besoin tout à l'heure, le potentiel qu'on a. Et vraiment prendre le Mm. potentiel en main et le construire, le reconstruire, le mettre à plat, travailler une transition aussi pour la suite.
Et ce sont des connaissances, donc on ne parle pas suffisamment. Il faut Oui, des nouvelles attractivités aussi. Ça, c'est aussi un terme de marketing. Être plus attractif, et pas seulement vis-à-vis les scolaires, pendant le voyage scolaire, mais tous les publics. Ni seulement les vieux, ni seulement les jeunes. Et il faut vraiment aller chercher qu'on peut appeler les nouveaux récits, de nouveaux contenus. Tout à tout à l'heure, je fait. disais, je m'engage bien pour l'innovation, pour l'initiative, et je crois que nous sommes au bord d'une époque où il faut vraiment prendre de nouvelles initiatives. Pardon de la longueur. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont. On parlait la semaine dernière de la culture franco-allemande. Ça passe pas forcément que par la langue. Et en Ah fait, non, je pense qu'il y a plein de choses avec lesquelles on peut attirer les bénévoles à nous. Et je prends un exemple tout bête, mais la nourriture. En fait, faire découvrir un atelier découvrir la culture allemande par sa nourriture et découvrir la culture française par sa nourriture, ça va faire venir plus de monde que venez faire un oui. stand. Alors, je veux pas dénigrer ce travail-là et cette activité-là, mais voilà, ça peut aussi attirer d'autres bénévoles. Et je pense moi, j'ai vécu pour avoir été étudiante, et j'avais quelle erreur pris allemand pour mon option. Et en fait, j'avais très peu de ressources autour de moi pour aller apprendre l'allemand. Et en fait, j'aurais voulu le faire dans un cadre associatif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est bénéficiaire d'une association, et là, ça marche comme dans le sport. Finalement, je sais pas, moi, je suis dans un club de foot. Bon, je vais changer de sport parce que je parle toujours de mon club de foot. Je fais du ping-pong. Je vais dans mon club de Très bien. ping-pong, j'y vais 2 fois On a par semaine. organisé un échange justement dans ce domaine-là, oui. Ah bah voilà, bah c'est parfait, vous voyez. Et Pour le du coup, ping-pong, ça marche bien. Pour le foot, c'est dur, hein. ouais, le foot, c'est... Ils réfléchissent un peu moins, peut-être, les footballeurs. Je rigole. Non, c'est pas ça, c'est le problème c'est Non. les problèmes des calendriers, souvent. Oh, Ouais, c'est un autre problème. Oui, et c'est aussi parfois une question des moyens des familles. Donc, c'est ça. Mais voilà, dans le domaine du football, souvent les familles ne peuvent pas accueillir, hein. oui. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que quand on s'investit en tant que bénéficiaire, voilà, typiquement dans le sport, en fait, on a très peu de moments. Vous voyez, c'est très cloisonné. Je suis soit bénéficiaire, soit bénévole. Et en fait, faut pas hésiter à faire passer de l'un à l'autre en disant aux personnes qui viennent, ou même aux parents des collégiens que vous emmenez en voyage scolaire, de dire, ben voilà, votre enfant a bénéficié d'une proposition de l'association, il s'est éclaté, il a découvert des choses, mais vous, en tant que parent, vous pouvez aussi faire partie de l'association. Parce que le parent dont l'enfant a choisi l'allemand plutôt que l'espagnol, c'est certainement pas par hasard. Et du coup, c'est là où c'est intéressant aussi d'aller chercher cette catégorie de population qui en plus manque dans les associations. J'entends par là les actifs, en faisant le parallèle, enfin en tout cas un pont entre je suis bénéficiaire de l'association et je peux devenir bénévole. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est cloisonné. On pense surtout pas parce qu'on veut froisser personne en proposant de faire du bénévolat, mais la personne qui gravite autour de votre association parce qu'elle profite de ce que vous proposez, ou parce qu'un proche profite de ce que vous proposez, finalement, est amené aussi à s'investir si vous lui proposez. Donc c'est là où c'est intéressant de travailler dessus aussi. C'est qu'est-ce qui est attractif dans l'association en tant que bénévole, donc quelqu'un qui a envie de faire du bénévolat de base, ou quelqu'un qui n'avait pas pensé à faire du bénévolat, et qu'est-ce que je vais aller lui dire qui va faire qu'elle va se dire, ah bah tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à m'engager dans le franco-allemand, mais là ça m'intéresse. Donc c'est assez intéressant. C'est quelque chose auquel on réfléchit peu parce on cloisonne beaucoup adhérents, Mhm. bénévoles Mhm. ponctuels, bénéficiaires, parents des bénéficiaires. Et en fait, il faut essayer d'imaginer des ponts et ça fait partie aussi de la culture bénévole. Quand je parle des perspectives, c'est pas forcément deux bénévoles qui tient la buvette une fois par an à président de l'association. C'est Ouais. aussi, je suis venue une fois parce qu'une amie m'a traîné sur un stand tif. Euh, Comment je fais pour m'investir ensuite dans l'association? Donc c'est aussi ça les perspectives sur lesquelles il faut travailler, c'est toutes les personnes que vous rencontrez de près ou de loin dans l'association, comment je peux les amener?
déjà à savoir qu'il y a du bénévolat et quel bénévolat peut les intéresser dans l'association. Et du coup, toutes les faiblesses et menaces que vous m'avez citées, qui tournent beaucoup autour des profils des bénévoles, finalement, ce coup de balai, c'est ça. La ressource que je vais y allouer, c'est rendre davantage visible le bénévolat dans l'association. Est-ce que à chaque événement que vous faites, il y a un petit flyer, il y a une petite affiche qui dit on cherche aussi des bénévoles. Et en fait, on a tendance à se dire bah c'est une association, c'est évident qu'on cherche des bénévoles. Mais en fait, c'est pas évident pour tout le monde. La personne qui vient ici consommer un service que vous proposez, elle n'a pas forcément en tête que vous cherchez des bénévoles. Et en fait, il suffit parfois qu'il y ait une affiche et qu'on se dise ah bah tiens, ça tombe bien, je pensais à faire du bénévolat. Elle voit votre affiche, bah l'association d'à côté, elle n'a pas pensé à mettre son affiche. Donc votre élément de différenciation, il est là. Finalement, ce qui va faire que vous avez envie d'un Coca-Cola, c'est parce que vous voyez la pub 3 fois par jour à la télé. Bah là, c'est pareil. En fait, je vais venir une fois déposer mon gamin pour un voyage scolaire. Je vais voir une affiche. La prochaine fois, je viens parce que j'ai besoin de récupérer mon rescrit fiscal parce que j'ai fait un don à l'association, que sais-je. Je vais revoir l'affiche et là, je vais me dire, tiens, c'est vrai, ça me parle, moi, d'être bénévole dans cet asso, ils sont quand même vachement sympas. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est proposition systématique. Et c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire dans les associations parce que, encore une fois, on cloisonne souvent, on n'ose pas demander. Mais finalement, c'est parce que vous allez demander, encore une fois, la personne qui pense vaguement à faire du bénévolat, si vous n'allez pas la chercher vous-même, c'est pas elle qui va venir à vous en vous disant, bah, tiens, j'aimerais bien faire du bénévolat, est-ce que vous avez de la place pour moi? Donc c'est ça qui est intéressant aussi en termes de perspective, en termes de culture bénévole, c'est d'aller vers les personnes, de rendre visibles les besoins en Mhm. bénévoles. Voilà. Je suis tout à fait convaincu que c'est une bonne démarche à suivre, Océane. Mais je Ah, vais me merci. faire l'avocat du diable quand même. Nous avons Allez-y. essayé, nous avons essayé de motiver justement au niveau scolaire des familles grâce à l'appui des professeurs de participer à des voyages. Et on s'est retrouvé face à à la demande des parents d'emmener des enfants sans que eux ils viennent, ce qui nous cause un problème puisqu'il faut prendre une question de responsabilité. D'accord, on peut avoir des écrits, mais après il faut aussi les surveiller. On l'a fait, mais c'est lourd, hein. Et donc euh, le- le- la voie de passer par des écoles, oui, je crois. Et c'est aussi les jeunes que quand on les amène vers des échanges, que ça plante une graine qui va peut-être germer dans l'avenir. Mais il y a aussi des faiblesses. Mm. Et c'est là où c'est important, je reviens sur mon histoire de bénévolat ponctuel. Aujourd'hui, finalement, le bénévolat, on a très peur, on a cette idée de, vous voyez, on donne ça, on va nous prendre ça. Donc, faut arriver à rassurer les personnes sur le fait que on va y aller petit à petit. Vous allez d'abord faire quelque chose qui est voilà, qui est pas très engageant, où vous risquez rien dans l'association. C'est pas grave si vous parlez allemand ou pas. Vous allez pouvoir mettre un pied dans l'association. Puis ensuite le deuxième, il faut y aller progressivement. Donc, je pense que ça, c'est très important aussi quand on aborde la question du bénévolat, surtout dans des associations comme ça qui sont liées à beaucoup de peur, beaucoup d'illégitimité perçue par les bénévoles. Vous voyez, c'est les mêmes sujets que dans les associations de santé, par exemple. Chez France Alzheimer, par exemple, on va pas s'investir parce qu'on se dit, mais moi, j'ai jamais été touchée par Alzheimer, est-ce que je suis légitime à y aller? Et ben, dans les associations franco-allemandes, c'est pareil. J'ai fait 9 ans allemand, je sais à peine parler allemand. Est-ce que je suis légitime à aller proposer de faire du bénévolat? Donc tout le travail repose là-dessus aussi, de comment j'amène progressivement les bénévoles à faire du bénévolat sans, comment dire, en sentant qu'ils sont pas engagés pour la vie dans cette association. Donc il faut y aller petit à petit et imaginer des formes d'engagement où le bénévole va vous apporter quelque chose, mais en même temps, s'il fait sa mission et que ça marche pas, bah c'est pas grave, on peut le laisser partir. Voilà. Donc ça c'est assez important, surtout pour les jeunes bénévoles. Et quand je dis jeunes bénévoles, c'est pas forcément une question d'âge, c'est-à-dire ce sont les nouveaux bénévoles. Donc aujourd'hui, on voit que dans les motivations entre un bénévole de 25 ans et un bénévole de 55, elles sont très très proches finalement, parce qu'on est sur une génération de euh, les retraités là qui arrivent, c'est une génération très hédoniste. Ouais. Les jeunes, c'est pareil. On est vraiment sur qu'est-ce que je vais en tirer de cette expérience dans cette association de jumelage. Il faut que vous arriviez à l'exprimer et il faut que vous arriviez aussi à proposer aux bénévoles des formes d'engagement qui sont assez ponctuelles
pour que le bénévole se sente pas engagé pendant 3 ans où tout repose sur lui et il a peur de se désinvestir. Donc voilà, je sais que ça répond pas à toutes les questions et que c'est pas, j'ai pas de solution miracle malheureusement à proposer, mais je pense qu'il faut absolument proposer de manière systématique et arriver à interroger. Ça, c'est vraiment essentiel. On le fait trop peu à mon goût dans les associations. C'est interroger les personnes. Les personnes qui vous disent non, je peux pas, bah, c'est aller creuser un petit peu. Ah bon, pourquoi vous pouvez pas? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que vous puissiez? Ah ben, je manque de temps. Bon, bah, c'est pas grave, on va organiser peut-être un atelier qui est en dehors des heures de travail. Non, je parle pas allemand. Bah, c'est pas grave, on va le rassurer sur, bah non, pour cet atelier-là, il faut pas parler allemand. Ou alors, on va vous aider, on va vous former, etc., etc. Et en fait, c'est d'aller détricoter finalement les peurs qu'il peut y avoir. Parce que derrière un, bah non, je peux pas vous aider, je suis désolée, je manque de temps, il y a souvent plein d'autres choses qu'on peut détricoter et qu'on peut travailler. Voilà, donc j'avance un petit peu parce que l'heure file. Mais comme je l'ai pas redit aujourd'hui, mais je l'ai dit la semaine dernière, si vous avez besoin qu'on échange de votre situation personnelle, qu'on fasse du brainstorming, ce que vous voulez, vous pouvez me joindre. Je vous laisserai mes coordonnées après. Ou vous les demandez à Jean-Michel, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que dans une... Ce qu'on pourra faire aussi Océane, c'est si on n'a pas fini ce soir, c'est de faire Oui, c'est ça. une troisième Je session. pense qu'il y aura besoin. Mais... Voilà, parce que de toute façon, Je suis pour, hein. Oui. l'entrée que tu as choisie, qui est une entrée d'échange et de partage, je pense qu'on vient aux gens présents et on peut imaginer, si les autres du groupe en sont d'accord, que on fasse une troisième séance tranquillement pour traiter les Oui, choses plus facilement. Et peut-être que là, au lieu de repartir sur une nouvelle séquence, clôturer cette séquence et chercher une autre date, alors a priori après le congrès maintenant, mais Tout tout à fait, ce serait une bonne idée d'avoir une troisième date pour pouvoir Oui. tranquillement finir. Et c'est voilà. aussi une bonne idée d'arrêter là pour aujourd'hui, de mon point de Voilà. vue. Et si tu veux, Je suis d'accord Océane, avec toi, la journée des langues. l'avantage, c'est que Raymond aura eu le temps de monter les deux premières séances. Donc, ça permettra aux gens de revoir la séquence. Et puis, programmons tranquillement une troisième date parce que là, tu vas rentrer dans une démarche qui est très intéressante, définir les besoins bénévoles, mais ça mérite de reprendre le temps qu'on a passé sur la première partie. Voilà oui, complètement. Tout mon à fait. ressenti. On avait dit qu'on ferait 2 fois 2 heures, mais rien n'est écrit dans le marbre. Et donc, l'avantage, comme rien n'est écrit dans le marbre, et si tu en es d'accord, reprogrammons une troisième séquence. Et comme le groupe, a priori, a l'air d'être aussi en phase avec cette proposition, faisons-le. Euh, Non, ça va. Et si vous revenez pas, je le prendrai très mal, du coup. oui, mais on va revenir. Il n'y a pas de problème. En ce cas, annoncer la date assez en avance pour qu'on n'a pas beaucoup d'autres, qu'on a déjà autre chose à faire. Oui, oui, La on est. plupart des bénévoles sont bénévoles à droite, à gauche et leurs soirées sont souvent prises en avance. Alors, le Oui. souci, c'est que, voilà, il faut que je regarde avec d'abord Océane qui a aussi une vie professionnelle, vie personnelle, et voir un peu la date. Et ensuite, je vous la proposerai. Ça sera de toute façon un mardi soir. Ça sera de toute façon à 20 heures. Voilà, ça, c'est des variables un peu Ça immuables. va rien. Et a priori, ça sera probablement après le congrès, parce que le congrès, c'est le 10, c'est dans 10 jours, 12 jours. Et voilà, on vous proposera. Alors, je sais pas si vous êtes là pendant les vacances scolaires ou pas. Et si vous n'êtes pas là, on fera ça dans ce cas-là dans les premiers jours de novembre. Parce que voilà. Est-ce qu'Océane, ça te convient? Ça me va. Bon, je vous ai mis à l'écran mes coordonnées. Donc, j'ai Mhm. une adresse officielle de la FAFA. Donc, vous pouvez m'écrire dessus. Ça me Bravo. fera plaisir de ne pas avoir que Jean-Michel dessus. Mais si vous avez besoin d'échanger sur votre situation, je sais que ce genre de réunion-là, bon, en 2 heures déjà, c'est très très court et on n'a pas forcément le temps d'aborder vos Ouais. situations Eric, personnelles. ouais, Eric, je pense qu'avec le deuxième Eric et Michel, ça Et serait toi, bien ton premier. que vous travailliez sur ce principe-là. Et peut-être en prendre contact avec Océane pour vous aider. Oui, 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 parce que du coup, des trois, je suis le seul à participer là, à cette formation. Mm. Donc,
il va falloir, poser les procédures pour résoudre. Mais pas trop, hein. Le Pas trop. problème de Raymond, j'ai compris, t'inquiète pas. Voilà. Voilà, mais Effectivement, si, alors je me permets, hein, Océane allez-y, Eric. euh, peut nous aider, ça serait, je pense, une force pour le coup Hmm. Oui, complètement. et une Ouais. opportunité. Oui, c'est à des, Bravo, Eric. voilà, sans vouloir, on peut vous partager un peu notre échange l'autre fois avec Océane, quand on a déjeuné ensemble. Moi, j'ai proposé à Océane qu'elle nous accompagne. Elle accompagne un petit peu nos bureaux, Mm. que ce soit le bureau de la FAFA, parce que il y aura des présents, Raymond aussi, et je trouve que c'est toujours d'être, c'est toujours bien d'être coaché par des personnes extérieures, parce qu'on est tellement dedans que quelquefois on en oublie de voir les contours. Oui. Et donc ça, je trouve que c'est un plus. Nous, on va le faire, je pense, vraiment. Oui. La FAFA, c'est une proposition que je ferai au bureau, mais et puis aussi de pouvoir accompagner les unions régionales, parce que c'est important. La FAFA, c'est un bureau national, un CA national et des unions régionales, et c'est bien qu'on ait un partage de bonnes pratiques entre nous, et puis d'être accompagné, surtout parce que on n'est pas toujours accompagné, donc on travaille quelquefois de façon empirique. Mhm. Et puis, comme le disait Eric, hein, on a comme aussi tous une vie professionnelle. Et généralement, notre vie professionnelle revient en courant. C'est-à-dire, on a des process guides, on a des réflexes, on a des habitudes. Et donc, finalement, Compétences. c'est super d'être accompagné par quelqu'un qui a d'autres process guides, d'autres habitudes, et puis qui va aussi se nourrir de notre expérience et qui va partager la sienne, qui est intéressante parce qu'elle est multidomaine, multi-acteur, et que donc c'est aussi un vrai plus parce que le franco-allemand, ça peut aussi se gérer comme quelqu'un qui gérait un club de foot, hein. Quelquefois, il y a des bonnes Tout à choses à fait. prendre partout, de toute façon. Ça, Voilà. c'est sûr. Exactement. Et en plus, j'ai cette casquette bénévole aussi, parce que je suis arrivée il y a pas très longtemps, et je crois qu'une des premières choses que j'ai dit à Jean-Michel, c'est, oui, mais moi, je parle pas allemand. Est-ce que je Mm. peux venir dans cette association? Donc, vous voyez, j'ai aussi ce regard de bénévole qui, je pense, comparé à vous qui êtes là depuis assez longtemps, j'ai l'impression pour tout le monde, je suis aussi fraîchement arrivée, et du coup, cet œil encore neuf et étonné de comment ça se passe et qu'est-ce que c'est que cette fédération et qu'est-ce que c'est que le franco-allemand. Donc, je pense que ça peut être aussi intéressant pour ça. Donc voilà, c'est important que vous puissiez avoir un interlocuteur, une interlocutrice, je vais y arriver, dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça que je vous ai mis mes coordonnées. Il y aura d'autres sessions de toute façon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la prochaine session, il y aura pour le coup de la mise en pratique, parce qu'on va parler de communication et de comment on crée une fiche vraiment sur l'identification du besoin en bénévole avec une fiche de bénévolat, et ensuite comment Mhm. on va la diffuser. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, une fois qu'on a fait tout ce travail, et je vous invite à le faire aussi suite à ces temps de formation, à travailler un petit peu, alors avec vous-même, mais aussi, et ça j'insiste dessus, mais aller chercher des membres qui sont pas forcément des membres du bureau, aller ratisser large pour travailler sur ces questions. C'est important de confronter aussi sa vision de l'association à de nouvelles personnes, à des personnes qui n'ont pas le même engagement que nous. En plus, ça va les valoriser, ça va les remobiliser, donc c'est tout bénef, si je puis parler comme ça. Voilà. Donc, merci en tout cas pour votre attention. C'est toujours un plaisir. J'espère que vous reviendrez, sinon je vais être très vexée, je vous le dis. Je vous le dis, hein. Pas de problème, je crois que Non, non, là-dessus. mais moi, j'ai pas cette inquiétude-là, Océane. Bon, ça va alors. Je trouve que, en fait, tout le champ du possible, et c'est ça qui est intéressant, on est souvent
conscients plus ou moins du besoin de procédurer, de mettre en place des procédures et d'être plus performants avec nos bénévoles, mais on n'a pas toujours on ne sait pas par où commencer. Et en fait, l'important, c'est d'avoir quelqu'un qui nous guide pour rentrer dans le labyrinthe et puis à quelques moments nous dire il faut tourner à gauche et puis pas aller à droite. Euh, le bénévolat, c'est quelque chose qui s'est complexifié. Alors, je vous partage juste une info parce que moi, j'étais à Leipzig ce week-end au Forum Fonds Citoyens. Et en fait, je parle aussi de professionnaliser les acteurs. Et en fait, pour certains, c'est pas très, très clair. Et en fait, beaucoup de bénévoles préfèrent qu'on parle d'augmenter le niveau de compétence des gens. Voilà, je te le partage que moi aussi, j'ai ces réflexes plutôt professionnels de professionnaliser les acteurs. Et en fait, c'est mal compris parce que les gens disent on va pas devenir des professionnels. Donc en fait, la finalité, et j'entends comme toi, professionnaliser Oui. les acteurs, c'est apporter aux gens les bons réflexes comme pourrait l'avoir un professionnel. Et c'est augmenter le niveau de compétence, de connaissance et d'analyse d'une problématique ou d'un problème ou d'un sujet pour pouvoir apporter Ouais. la Bon, réponse la meilleure ou voilà. ouais. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Michel. C'est une question de terminologie. Ceci étant dit, ça me fait penser à la définition d'une piscine donnée par l'Éducation nationale, espace d'eau protégé, etc. Attends, vous vous rappelez de cette histoire, hein. Mais Et oui, on est dans la même. si ça peut, je dirais, rassurer les gens, pourquoi pas. Voilà. Mais pour aller dans ce sens, Raymond, j'ai fait un atelier à Leipzig qui s'appelait Gérer une communauté. Et donc, on fait un tour de table, et finalement, la réponse, et c'était un des premiers débats là, dans le débat du forum, qui était on constate qu'on a moins de bénévoles et ils ne sont pas toujours bien formés. Donc, la réponse, c'est comment les professionnaliser et en entendant la Oui, problématique mais c'est vrai soulevée. que, la terminologie peut heurter. Donc, en effet, c'était une bonne idée de changer la terminologie tout en disant la même chose, hein, Alors, ceci étant. en fait, j'ai pas changé la terminologie, c'est l'analyse avec les gens a posteriori qui fait que je vous partage le fruit de Mhm. l'analyse. Le fruit de Ouais. l'analyse, c'est augmentation des compétences des différents participants, leur permettre d'acquérir des connaissances qui leur permettent de réagir comme pour réagir un, un professionnel et essayer d'y apporter les meilleures réponses. Voilà. Et c'est Mhm. intéressant aussi par rapport aux formations qu'on propose, Raymond, de comment on doit les proposer. Ah oui, complètement. Mhm. À bientôt, Ulf. À Tschüss, au bientôt. revoir. Voilà, je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci encore, Océane. C'était Merci à vous tous. à nouveau très, très Merci, instructif. c'est très intéressant. Euh, on se rappelle rapidement, propose-moi des dates dans les mardis, parce que c'est plus Ouais, que toi, et comme ça, je pourrais le partager très vite auprès de l'ensemble des utilisateurs et des acteurs. Voilà. ok. Et Ok. ben, je t'écris tout de suite. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée, Bonsoir, Bonne merci. soirée À bientôt. à bientôt. et tchuss. Tschüss.